Babette reçoit un message de Patrick lui annonçant qu'il est bien arrivé à Palavas, mais cette nouvelle, au lieu de l'apaiser, fait naître une inquiétude encore plus profonde. Ce qui la dérange surtout, c'est qu'il ne l'a pas appelé directement pour lui dire qu'il était arrivé. Elle reste donc devant son téléphone, partagée entre l'envie de lui faire confiance et cette impression persistante qu'un problème lui échappe. Elle tente aussitôt de joindre son mari, mais tombe presque immédiatement sur sa messagerie. Pour Babette, ce silence devient difficile à supporter, surtout après tout ce que Patrick vient de traverser. Elle voudrait simplement entendre sa voix, savoir comment il va réellement et comprendre pourquoi il préfère rester seul. Pourtant, chaque nouvelle tentative semble renforcer son sentiment d'abandon. Léa observe alors sa mère avec une certaine inquiétude et essaie de lui faire comprendre qu'elle réagit peut-être de manière excessive. Selon elle, Patrick a besoin de prendre l'air et de retrouver un peu de calme après les événements récents. Mais Babette n'arrive plus à maîtriser ses pensées. Derrière son impatience se cache surtout une peur beaucoup plus intime, celle de perdre progressivement la place qu'elle occupe dans la vie de son époux. Plus tard, Babette confie ses doutes à Luna, incapable de garder pour elle cette angoisse qui grandit depuis le départ de Patrick. Elle explique qu'à chaque fois qu'elle tente de le joindre, elle entend toujours la même messagerie, et cette absence de réponse nourrit toutes sortes d'hypothèses. Elle finit même par avouer qu'elle a l'impression que Patrick ne la désire plus comme avant, comme si quelque chose s'était brisé entre eux sans qu'elle sache exactement quoi. Luna tente de remettre les choses en perspective et refuse de laisser Babette s'enfermer dans ses suppositions. Elle lui rappelle que Patrick vient de vivre une situation particulièrement éprouvante et qu'il peut simplement avoir besoin de prendre du recul. Pour Luna, son comportement ne signifie pas forcément qu'il cherche quelqu'un d'autre ou qu'il ne ressent plus rien pour sa femme. Mais Babette, prisonnière de son anxiété, peine à entendre cette explication pourtant rassurante. Pendant ce temps, loin de Marseille, Patrick se trouve à Palavas et tente de poursuivre son quotidien malgré la fatigue accumulée. Rien ne laisse encore présager que la situation va brusquement basculer. Le policier descend tranquillement un escalier lorsque, soudain, une douleur violente lui traverse la poitrine. Le changement est brutal, presque immédiat, comme si son corps venait de lui rappeler les limites qu'il avait voulu repousser. Patrick porte instinctivement la main à son cœur, cherchant à comprendre ce qui lui arrive. La douleur semble suffisamment forte pour interrompre chacun de ses mouvements et l'empêcher de reprendre son souffle normalement. Il n'a personne auprès de lui pour réagir immédiatement, tandis que son téléphone reste inaccessible aux personnes qui tentent justement de prendre de ses nouvelles. En quelques secondes, Patrick perd ses forces et s'effondre au sol. Cette chute transforme complètement le silence de Palavas en menace. L'homme que Babette essayait désespérément de joindre se retrouve soudain confronté à un malaise qui pourrait être beaucoup plus grave qu'un simple coup de fatigue. La douleur ressentie dans la poitrine fait immédiatement craindre le pire, sans qu'aucune certitude ne permette encore de savoir ce qui lui arrive. À Marseille, Babette ignore totalement ce qui vient de se produire. Elle continue de croire que Patrick a simplement besoin d'espace, alors qu'au même moment son absence de réponse prend une toute autre dimension. Cette opposition entre ce qu'elle imagine et la réalité rend son inquiétude encore plus poignante. Elle cherche une explication sentimentale à un silence qui pourrait en réalité cacher une urgence vitale. Dans le même temps, cette situation rappelle combien les dernières épreuves ont fragilisé Patrick. Babette voudrait retrouver le mari disponible qu'elle connaît, mais elle ne mesure pas encore à quel point son corps peut être marqué par les événements récents. Son inquiétude, d'abord nourrie par la peur d'un éloignement amoureux, prend ainsi une dimension beaucoup plus sombre tandis que Patrick reste seul face à son malaise. À ce moment-là, une question demeure suspendue. Patrick est-il victime d'une véritable crise cardiaque ? Son état est-il suffisamment grave pour mettre sa vie en danger ? Pour Babette, aucune réponse n'est encore possible, et son téléphone silencieux devient le symbole d'une inquiétude qu'elle ne parvient plus à contenir. Pendant que son mari lutte au sol, elle ignore encore que le drame familial vient peut-être de commencer. Au cabinet médical, l'atmosphère est tout aussi tendue, mais pour une raison très différente. Jennifer voit arriver Isaac alors qu'elle est déjà absorbée par ses révisions et par le projet qui lui tient désormais particulièrement à cœur, devenir infirmière. La visite de son compagnon, qui pourrait normalement lui faire plaisir, tombe pourtant au mauvais moment. Elle ne semble pas disposée à lui accorder toute l'attention qu'il attend, comme si son esprit était déjà entièrement tourné vers son avenir professionnel. Jennifer essaie de rester concentrée sur ce qu'elle doit apprendre, mais la présence d'Isaac lui donne surtout l'impression d'être interrompue. Elle ne rejette pas forcément son compagnon, mais elle ressent de plus en plus fortement le besoin de disposer de son propre espace. Pour elle, cette période de révision représente une étape importante, presque une nouvelle direction dans sa vie, et elle supporte difficilement qu'Isaac cherche à s'y imposer.
Durant sa pause, Jennifer finit par se confier à Barbara. Elle lui explique qu'elle se sent oppressée par Isaac et qu'elle a l'impression qu'il en veut toujours davantage. Même lorsqu'elle essaie de travailler pour préparer son projet professionnel, il trouve le moyen de prendre de la place dans son quotidien. Jennifer ne parle donc pas seulement d'un désaccord ponctuel, mais d'un malaise qui commence à modifier la manière dont elle perçoit leur relation. Barbara l'écoute avec attention, mais son regard sur la situation est moins alarmiste que celui de son amie. Elle considère que Jennifer se pose peut-être trop de questions et qu'elle risque de transformer chaque comportement d'Isaac en problème sentimental. Pour Barbara, la jeune femme devrait aussi profiter des bons moments au lieu d'analyser constamment son couple et de chercher des signes annonçant une rupture. Jennifer reste néanmoins hésitante face à ce conseil. Elle sait que Barbara cherche à la rassurer, mais elle ne parvient pas complètement à ignorer ce qu'elle ressent. Son désir de devenir infirmière demande déjà beaucoup d'efforts, et elle voudrait pouvoir avancer sans avoir le sentiment de devoir constamment se justifier auprès de la personne qui partage sa vie. Cette tension pourrait donc progressivement fragiliser leur relation. Pendant ce temps, l'enquête autour de Charlie prend une nouvelle direction. Ariane et Idriss sont en planque devant le domicile de Timothée Vallet, un homme dont le nom attire désormais l'attention des enquêteurs. Ils le soupçonnent d'être lié à Charlie et cherchent à comprendre précisément quel rôle il a pu jouer dans les événements entourant la mort d'Hugo. Chaque détail compte désormais pour reconstituer la chaîne des faits. Soudain, Ariane reçoit un appel de Bauer. Il lui apprend que la coupable est toujours en fuite, ce qui confirme que l'enquête est loin d'être terminée. Ariane et Idriss comprennent immédiatement qu'ils doivent agir sans attendre davantage. Leur surveillance de Timothée prend alors une importance nouvelle, car cet homme pourrait permettre de retrouver Charlie et surtout d'éclaircir les circonstances exactes du drame. Au même moment, Ophélie sort de garde à vue. Cette libération ne lui apporte pourtant aucun soulagement véritable. Elle retrouve Vanessa et Ulysse avec un poids immense sur les épaules et leur confie qu'elle se sent coupable de la mort d'Hugo. Elle ne parvient plus à dissocier ce qui s'est réellement passé de la responsabilité qu'elle s'attribue personnellement, au point de se considérer comme une mauvaise personne. Vanessa et Ulysse sont profondément préoccupés par l'état d'Ophélie. Ils voient bien que la jeune femme ne traverse pas simplement un moment de tristesse après un événement dramatique. Elle semble rongée de l'intérieur par la culpabilité, comme si elle cherchait à se punir elle-même pour quelque chose dont elle n'est peut-être pas directement responsable. Pourtant, Ophélie garde encore pour elle une partie de ce qu'elle ressent et ne leur révèle pas immédiatement son intention. Une fois seule, elle prend une décision qui pourrait changer le cours de l'enquête. Ophélie donne rendez-vous à Charlie dans la villa familiale. Elle ignore encore exactement ce que cette confrontation va provoquer, mais elle ressent le besoin de comprendre. Derrière sa culpabilité se cache aussi une nécessité de connaître la vérité, de savoir pourquoi Hugo est mort et pourquoi elle se retrouve aujourd'hui au centre de cette histoire. Dans le même temps, Ariane et Idriss passent à l'étape suivante avec Timothée. L'homme est finalement emmené au commissariat pour être interrogé. Les enquêteurs ne se contentent plus de simples soupçons. Ils veulent comprendre pourquoi il voulait se faire tatouer le même dessin qu'Hugo et exactement au même endroit. Ce détail paraît trop précis pour être une simple coïncidence, et la pression exercée sur Timothée finit par fissurer son silence. Face aux questions insistantes d'Ariane et d'Idriss, Timothée finit par passer aux aveux. Il reconnaît qu'il était en couple avec Charlie, révélant ainsi une relation que les enquêteurs ignoraient encore. Mais son implication ne s'arrête pas là. Il admet également avoir déterré le corps d'Hugo au mois de mai, une révélation qui donne soudain une nouvelle profondeur à son rôle dans cette affaire. Timothée affirme cependant que son objectif n'était pas de nuire à Ophélie. Selon lui, il voulait simplement aider Charlie à aller mieux. Cette justification n'efface évidemment pas la gravité de son geste, mais elle permet aux enquêteurs de comprendre que Charlie occupait une place centrale dans ses décisions. Son attachement à elle l'a conduit à franchir une limite qu'il ne pouvait plus cacher. Pendant qu'Ariane et Idriss reconstituent ainsi le passé de Timothée, Ophélie se rapproche du lieu où elle espère enfin obtenir des réponses. Elle porte encore en elle cette conviction douloureuse d'avoir une part de responsabilité dans la mort d'Hugo. Pourtant, ce qu'elle s'apprête à découvrir va profondément bouleverser sa perception de toute cette histoire, car derrière sa propre culpabilité se cache une vengeance préparée depuis longtemps par une autre femme. Ophélie arrive finalement à la villa Kepler avec cette sensation étrange de marcher vers une vérité qu'elle redoute autant qu'elle la désire. Depuis sa sortie de garde à vue, une seule question l'obsède. Pourquoi la mort d'Hugo lui donne-t-elle l'impression d'être responsable ? Elle n'a pas encore toutes les réponses, mais elle sait que Charlie détient une partie essentielle de ce qu'elle cherche à comprendre. Lorsqu'elle retrouve Charlie, Ophélie découvre rapidement que la jeune femme n'est pas simplement une personne bouleversée par les événements. Derrière son attitude se cache une histoire personnelle profondément douloureuse,
construite autour d'Hugo et d'un amour qui s'est transformé en ressentiment. Charlie finit alors par révéler à Ophélie qu'elle était en couple avec Hugo depuis 1 an et qu'elle devait même devenir sa femme. Cette révélation change brutalement la manière dont Ophélie regarde la situation. Jusqu'ici, elle avait surtout vécu la mort d'Hugo à travers sa propre culpabilité, comme si elle avait provoqué elle-même la catastrophe. Mais Charlie lui explique que son histoire avec Hugo était bien différente. L'homme l'avait manipulée pour son argent, et cette découverte avait laissé Charlie avec une blessure qu'elle n'avait jamais réussi à refermer. Au fil de ses explications, Charlie laisse apparaître toute la colère accumulée depuis la disparition d'Hugo. Lorsqu'elle a appris qu'il était mort, elle n'a pas simplement ressenti du chagrin. Elle a voulu transformer sa propre souffrance en vengeance. Pour elle, Ophélie devait connaître une douleur comparable à celle qu'elle avait éprouvée et surtout porter la responsabilité de ce qui s'était passé. Charlie reconnaît alors qu'elle voulait faire souffrir Ophélie et la pousser à se dénoncer. Son objectif était clair, lui faire croire qu'elle était coupable, l'enfermer dans la culpabilité et l'amener à prendre sur elle la responsabilité de la mort d'Hugo. Cette confession permet enfin à Ophélie de comprendre pourquoi elle se sentait si mauvaise depuis plusieurs jours et pourquoi cette culpabilité semblait prendre toute la place dans son esprit. Pourtant, cette vérité ne libère pas immédiatement Ophélie. Elle découvre surtout une Charlie profondément détruite par ce qu'elle a vécu. La vengeance qu'elle avait préparée ne lui a pas apporté l'apaisement espéré. Au contraire, elle semble avoir aggravé son désespoir. Face à elle, Ophélie comprend que la situation ne se résume plus seulement à une enquête criminelle, mais qu'elle se trouve devant une femme qui ne voit plus d'issue à sa souffrance. C'est alors que Charlie accomplit un geste particulièrement inquiétant. Elle sort un couteau de sa poche avec l'intention de mettre fin à ses jours. Ophélie se retrouve confrontée à une situation qu'elle n'avait certainement pas imaginée en venant à la villa. Quelques instants plus tôt, elle cherchait des réponses sur la mort d'Hugo. Désormais, elle doit empêcher Charlie de commettre l'irréparable. Ophélie tente alors de la raisonner. Malgré tout ce que Charlie lui a fait subir, elle refuse de rester spectatrice devant son désespoir. Ses propres blessures et sa culpabilité n'ont pas disparu, mais elles ne l'empêchent pas de comprendre que Charlie est elle aussi prisonnière d'une souffrance devenue incontrôlable. Elle cherche donc à l'empêcher de passer à l'acte, plutôt qu'à lui faire payer immédiatement ce qu'elle vient d'avouer. Pendant ce temps, les enquêteurs se rapprochent de la villa. Ariane et Idriss disposent désormais des aveux de Timothée et savent que Charlie est au cœur de cette affaire. Les éléments recueillis au commissariat leur donnent une meilleure compréhension de son entourage et de la manière dont Timothée l'a aidé. La confrontation entre Ophélie et Charlie prend donc une dimension encore plus urgente, car la police n'est plus très loin. Lorsque les enquêteurs arrivent finalement, Charlie est interpellé et menotté. Tout semble alors s'arrêter brutalement autour des 2 jeunes femmes. Pourtant, contre toute attente, Ophélie ne se range pas immédiatement du côté de ceux qui viennent arrêter Charlie. Au contraire, elle prend sa défense et tente d'expliquer ce qui vient de se produire. Elle affirme que Charlie n'a rien fait au moment où les policiers sont intervenus et qu'elle voulait simplement se suicider. Cette réaction surprend évidemment, car Ophélie aurait pu profiter de cette arrestation pour désigner celle qui l'avait manipulée et faire entendre toute sa propre souffrance. Mais elle choisit de rappeler avant tout ce qu'elle vient de vivre devant elle, comme si elle refusait que la détresse de Charlie soit réduite à son seul statut de coupable. Cette décision montre surtout l'évolution intérieure d'Ophélie. Quelques instants auparavant, elle se considérait encore comme une mauvaise personne et portait une culpabilité qui ne lui appartenait pas entièrement. Désormais, elle est capable de regarder Charlie avec davantage de recul et de distinguer la vengeance de la souffrance qu'il a provoquée. Son geste ne signifie pas qu'elle oublie ce qui s'est passé, mais qu'elle refuse de laisser une nouvelle tragédie se produire sous ses yeux. Dans le même temps, les aveux de Timothée permettent aux enquêteurs de mieux comprendre les motivations de Charlie. Son ancienne relation avec Hugo, la manipulation financière dont elle affirme avoir été victime et sa volonté de faire souffrir Ophélie dessinent progressivement le véritable parcours de cette affaire. Chaque révélation replace la culpabilité là où elle doit être, tandis qu'Ophélie commence enfin à sortir du piège psychologique dans lequel elle avait été enfermée. Mais cette confrontation laisse également une question essentielle en suspens. Après avoir découvert que Charlie était prête à mourir pour échapper à sa propre douleur, Ophélie pourra-t-elle réellement se reconstruire ? Son geste pour la protéger montre qu'elle n'est plus uniquement rongée par la culpabilité, mais il ne suffit pas à effacer les conséquences de tout ce qu'elle vient de découvrir. La suite de cette affaire pourrait donc encore bouleverser profondément son rapport à sa mère, à sa famille et à elle-même. Du côté du cabinet médical, Jennifer tente de reprendre ses esprits après la visite d'Isaac, mais son malaise ne disparaît pas aussi facilement. Elle sait qu'elle doit rester concentrée sur ses révisions si elle veut réussir son projet de devenir infirmière.
Pourtant, la présence de son compagnon lui rappelle qu'elle ne parvient plus à séparer sa vie sentimentale de cette nouvelle ambition qui prend une place importante dans son quotidien. Barbara, de son côté, refuse de pousser son amie vers une décision précipitée. Elle lui rappelle qu'elle a tendance à analyser chaque détail de sa relation et lui conseille de profiter davantage des moments qu'elle partage avec Isaac. Son conseil place Jennifer face à une véritable hésitation. Doit-elle écouter ses inquiétudes ou accepter de relâcher la pression qu'elle se met elle-même, sans savoir encore quelle attitude adopter? Pendant ce temps, au commissariat, les révélations de Timothée permettent à Ariane et Idriss de mieux comprendre le rôle qu'il a joué auprès de Charlie. Son aveu sur leur relation explique une partie de sa conduite, mais il confirme également que Charlie n'a pas agi seul autour du corps d'Hugo. Le fait que Timothée ait déterré le corps au mois de mai devient un élément important pour reconstituer les événements. Ariane et Idriss cherchent surtout à comprendre les motivations derrière ce geste. Timothée affirme qu'il voulait aider Charlie à aller mieux, ce qui donne une dimension particulière à son implication. Il ne présente pas son intervention comme une volonté de nuire à Ophélie, mais comme la conséquence de son attachement à Charlie. Pour les enquêteurs, cette distinction éclaire toutefois le mécanisme qui l'a conduit à agir. Dans le même temps, l'interpellation de Charlie marque un tournant pour Ophélie. La jeune femme était venue chercher la vérité, mais elle se retrouve finalement témoin de son désespoir. Lorsque Charlie sort son couteau, Ophélie aurait pu céder à la colère. Elle choisit pourtant de lui parler et de tenter de la ramener à la raison, malgré tout ce qu'elle vient d'apprendre et malgré la colère qui pourrait légitimement l'envahir. Cette réaction est d'autant plus importante qu'Ophélie portait encore quelques heures auparavant un regard très dur sur elle-même. Elle disait à Vanessa et Ulysse qu'elle se sentait coupable de la mort d'Hugo et qu'elle avait l'impression d'être une mauvaise personne. Face à Charlie, son comportement montre cependant qu'elle conserve la capacité de distinguer la souffrance d'une personne de la gravité de ses actes. À ce moment-là, l'arrivée des enquêteurs interrompt brutalement cette confrontation. Charlie est menottée, tandis qu'Ophélie explique qu'elle voulait seulement mettre fin à ses propres souffrances. En prenant sa défense, Ophélie surprend les enquêteurs et montre que son rapport à cette affaire est devenu beaucoup plus complexe qu'une simple volonté de désigner une coupable. Plus loin, l'enquête continue de suivre les éléments apportés par Timothée. Son tatouage identique à celui d'Hugo et placé au même endroit avait attiré l'attention d'Ariane et d'Idriss, et son aveu donne désormais un sens plus précis à ce détail. L'homme reconnaît avoir été lié sentimentalement à Charlie, ce qui confirme que leur relation dépassait largement celle de simples connaissances et donnait un éclairage aux soupçons qui pesaient sur lui. La découverte de cette relation permet également de comprendre pourquoi Timothée a accepté de prendre autant de risques pour Charlie. Il voulait l'aider à surmonter sa souffrance, mais cette volonté l'a conduit à intervenir autour du corps d'Hugo et à garder le silence. Son témoignage apporte ainsi aux enquêteurs une pièce supplémentaire du puzzle, sans effacer les conséquences de ses choix et la gravité de son implication dans cette affaire. Pendant ce temps, Patrick reste au centre d'une inquiétude dont Babette ignore encore la gravité. À Marseille, elle ne dispose d'aucune nouvelle rassurante et continue de penser à son mari, tandis que Léa tente de lui faire prendre du recul. Babette avait interprété le silence de Patrick comme un possible éloignement sentimental, alors que la réalité est beaucoup plus inquiétante, il s'est effondré après une violente douleur au cœur. Le contraste est particulièrement brutal. Babette cherche une réponse à ses doutes amoureux, Luna essaie de la rassurer, et Patrick, loin d'elle, vient de perdre connaissance. Rien ne permet encore de savoir s'il s'agit effectivement d'une crise cardiaque ni dans quel état il se trouve après sa chute. Cette incertitude maintient la famille Nebout dans une attente qui pourrait bientôt devenir insupportable. À présent, les différents fils de cette journée semblent se rejoindre autour d'une même inquiétude. Derrière les apparences, plusieurs personnages sont confrontés à des situations qu'ils ne maîtrisent plus. Jennifer doute de sa relation avec Isaac, Ophélie doit assimiler les révélations de Charlie, tandis que Patrick reste isolé à Palavas après son effondrement. Pour chacun, les certitudes semblent progressivement disparaître. Jennifer, elle, continue pourtant d'avancer avec son projet professionnel. Son envie de devenir infirmière représente pour elle une possibilité de nouveau départ et une manière de construire quelque chose qui lui appartient véritablement. Mais cette ambition demande du temps et de la concentration, deux choses qu'elle a le sentiment de ne plus pouvoir préserver depuis qu'Isaac cherche à s'impliquer davantage dans son quotidien. Les paroles de Barbara restent dans son esprit. Jennifer sait que son amie souhaite simplement lui éviter de prendre une décision sous le coup de l'émotion. Pourtant, lorsqu'une personne se sent oppressée dans une relation, il devient difficile de faire comme si ce malaise n'existait pas. Jennifer devra donc trouver elle-même la limite entre les inquiétudes qu'elle amplifie et celles qu'elle ne peut plus continuer à ignorer.
Du côté d'Ophélie, la situation est encore plus bouleversante. La jeune femme avait imaginé découvrir une vérité capable de mettre fin à ses doutes, mais elle se retrouve finalement face à une histoire de vengeance et de souffrance. Charlie lui a révélé qu'elle avait aimé Hugo, qu'elle devait l'épouser et qu'elle avait été manipulée financièrement par lui. Sa colère a ensuite été dirigée contre Ophélie. Cette révélation permet à Ophélie de comprendre que la culpabilité qu'elle portait depuis la mort d'Hugo avait été alimentée volontairement. Charlie voulait qu'elle souffre et qu'elle se dénonce, afin de lui faire ressentir une partie de la douleur qu'elle-même avait éprouvée. Ophélie n'est donc plus enfermée dans la même perception des événements, même si elle reste profondément marquée par tout ce qu'elle vient d'apprendre. Pourtant, elle ne choisit pas la vengeance lorsque Charlie tente de mettre fin à ses jours. Au contraire, Ophélie fait preuve d'une forme de compassion inattendue. Elle comprend que derrière les actes de Charlie se trouve une femme qui n'a pas réussi à surmonter sa souffrance. Lorsque les enquêteurs arrivent et la menottent, Ophélie va même jusqu'à prendre sa défense, expliquant qu'elle voulait seulement se suicider. Cette réaction ne signifie pas qu'Ophélie approuve ce que Charlie a fait. Elle montre surtout qu'elle refuse d'ajouter une nouvelle tragédie à une histoire déjà marquée par la mort et la culpabilité. Alors qu'elle se considérait encore comme une mauvaise personne, son attitude prouve au contraire qu'elle est capable de regarder une situation avec humanité, même lorsque la personne qui souffre lui a elle-même causé du tort. Dans le même temps, les aveux de Timothée donnent aux enquêteurs une vision plus complète de l'affaire. Son ancienne relation avec Charlie explique pourquoi il a accepté de l'aider, notamment lorsqu'il a déterré le corps d'Hugo au mois de mai. Il affirme avoir voulu permettre à Charlie d'aller mieux, mais son témoignage confirme également l'importance du lien qui les unissait. Ariane et Idriss disposent désormais de plusieurs éléments pour comprendre ce qui s'est réellement joué autour d'Hugo. Les soupçons qui pesaient sur Timothée ne disparaissent pas avec ses explications, mais son témoignage permet de replacer Charlie au centre de l'affaire. La confrontation avec Ophélie a finalement fait tomber une partie du silence qui entourait cette histoire, laissant désormais aux enquêteurs le soin de tirer toutes les conséquences des révélations. Pendant ce temps, Patrick demeure toujours au sol après son terrible malaise. Son absence de réponse prend alors une signification particulièrement inquiétante pour Babette, qui continue de croire qu'il cherche simplement à prendre ses distances. Elle ne sait pas encore que le silence de son mari n'est pas volontaire. À Palavas, son état après cette violente douleur au cœur reste incertain, et aucune réponse ne permet encore de rassurer sa famille. Babette devra donc attendre pour savoir ce qui est réellement arrivé à Patrick. Son inquiétude sentimentale apparaît désormais presque secondaire face au danger qui pourrait menacer son mari. La peur de ne plus être désirée laisse place à une crainte beaucoup plus brutale, celle de découvrir que Patrick est réellement en danger et qu'elle n'a pas été là au moment où il avait besoin d'aide. La journée se termine ainsi sur plusieurs incertitudes. Ophélie a découvert la vérité sur Charlie, mais cette vérité ne suffit pas à effacer les blessures laissées par la mort d'Hugo. Jennifer s'interroge sur l'avenir de son couple avec Isaac, tandis que Timothée a enfin livré les secrets qui le liaient à Charlie. Quant à Patrick, son malaise laisse planer une menace dont Babette ignore encore l'ampleur. À ce moment-là, chacun se retrouve face aux conséquences de décisions prises sous la pression des émotions. Ophélie choisit de protéger une femme qu'elle aurait pu condamner, Jennifer cherche à préserver son avenir sans perdre son équilibre personnel, et Babette attend désespérément un signe de Patrick. Dans cette journée où les apparences se fissurent, une seule certitude demeure, rien ne pourra désormais revenir exactement comme avant.